Bienvenue à tous, en tout cas pour ce webinaire sur le core training. Je veux bien que vous éteigniez vos vidéos de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Je pense à Betty qui doit avoir sa vidéo, pas sa vidéo, mais sa caméra, pardon. Sa caméra, je vais y arriver. Son son. Parfait, super. Très bien, merci. Hop, on va commencer ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et je pense que les trois quarts nous connaissent, Jean-Baptiste Mellet, qui est responsable sur l'IPSP donc de Paris, et puis Jackie Gauthier, responsable sur l'IPSA à Angers. Le but, c'est de vous communiquer à plusieurs reprises dans l'année des webinaires, donc gratuits, parce que nous sommes des passionnés de la formation. Dans un premier temps, aujourd'hui, on va vous proposer le core training. Alors, le core training, surtout le caisson abdominal. Pour les stagiaires que j'ai en formation, ça tombe bien, parce que ça va être une très bonne révision. Pour d'autres, ça peut être une découverte. Pour d'autres, c'est peut-être des choses qu'ils maîtrisent déjà, puisqu'on va intervenir aussi beaucoup sur la myologie dans ce webinaire, et puis parler de ce caisson. Et puis, on parlera d'ici un mois, le 20 novembre, on vous proposera à nouveau un webinaire, le lundi 20 novembre, sur l'obésité et le diabète, avec Jean-Baptiste. Donc, on est parti sur. Est-ce que vous nous entendez bien? Suffit. Alors, vous avez le petit chat. Donc, vous pouvez, dès qu'il y a une question, via le chat, poser votre question. J'ai Jean-Baptiste à côté de moi qui peut relever toutes les questions posées. Et puis, on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Si tout va bien, j'ai 40 slides. On va dire 40-45 minutes. On pourra échanger à l'issue d'une quarantaine de minutes. Ah oui, c'est OK. Sommaire, évidemment, le sommaire est conséquent, on s'en doute. Dans un premier temps, c'est à quoi sert le caisson abdominal, donc à quoi servent les abdominaux. On verra ensuite la prise de conscience du caisson abdominal, méthodologie, comment à travers des exercices, on va pouvoir créer une méthodologie en tant que coach. L'explication du caisson abdominal avec ses 6 parois, donc la paroi supérieure, la paroi inférieure, antérieure, latérale et postérieure, et puis les différents muscles qui constituent ces différentes parois, les exercices hypopressifs versus exercices hyperpressifs. Souvent la question, mais que représentent les abdos hypopressifs et pourquoi ils seraient mieux ou pas que les abdos hyperpressifs? Donc on essaie et on tentera d'y répondre. Et puis le core training et puis les exercices. Donc là, on a filmé quelques exercices sur l'hétéromanipulation, sur l'autonomie et sur différents exercices hypopressifs. On est parti. Pourquoi renforcer les abdominaux et pourquoi on doit parler de caisson pour les abdominaux? Donc, à quoi sert déjà le caisson abdominal? Donc, cette vidéo, vous pourrez la revoir sur la chaîne YouTube de l'IPS. Il y a déjà la lombalgie, il y a déjà également la sédentarité et puis le diabète. Donc, à chaque fois qu'on mettra en place un webinaire, vous pourrez visualiser sur la chaîne YouTube de l'IPS les différents webinaires proposés jusqu'à présent. Parenthèse fermée, donc à quoi sert le caisson abdominal? Donc, dans un premier temps, quand on vous demande à quoi servent les abdos, la première réponse qu'on doit avoir, ce sont des muscles de contention. Donc, effectivement, des muscles pour le mouvement, certes, mais des muscles surtout de contention. Ils contiennent tout le contenu des abdominaux, à savoir le péritoine et avec tous les viscères. C'est une gaine également pour la colonne vertébrale, puisqu'à cet endroit-là, sur ce caisson abdominal qui est entre le caisson thoracique et le caisson du bassin, eh bien, vous avez une colonne qui est plutôt située en arrière et c'est les seuls os présents dans ce caisson. Posture et maintien. Évidemment, sur la posture, les abdos sont importants. Quand on voit l'asthénique hypotonique avec une ptose abdominale, eh bien, ça va changer totalement sa posture. La respiration, ils sont clés dans la respiration, les abdominaux, notamment sur l'expiration, et le caisson sur la totalité, puisque le diaphragme joue un rôle important sur l'inspi et les abdos sur l'expi. Un transfert de force à cet endroit-là, entre les membres supérieurs et puis les membres inférieurs,
Ils servent à parler, ils servent à chanter, ils servent à danser. La vascularisation se fait beaucoup puisqu'on a les organes à cet endroit, ainsi que la digestion et puis l'élimination. Alors toujours, ce qui est important, un petit mot-clé ici, stabilité, mobilité. La stabilité ne sert à rien sans la mobilité. Donc, ce qui revient à dire, si on travaille les abdos uniquement en gainage et en permanence en gainage, c'est très bien parce qu'on acquiert une force, certes, sur le centre du corps, mais s'il n'y a pas de mobilité derrière, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Prise de conscience du caisson abdominal, méthodologie. Comment, en tant que coach, on pourrait dire je mets en place une prise de conscience et par quels mots-clés je pourrais avoir cette prise de conscience. Donc, le premier mot-clé, c'est l'explication. Je vais expliquer déjà ce qu'est le caisson abdominal et à quoi il correspond, parce que souvent, il y a une méconnaissance là-dessus et on va toujours parler des abdos. Je vais faire mes abdos. Donc, on est essentiellement sur les abdos en plus superficiels, pas forcément les abdos profonds, même si on a quand même maintenant des méthodes, comme le Pilate, où on a bien compris que le travail était important sur le transverse, la respiration. On va expliquer la respiration, le mode de contraction. Et on sait que le mode de contraction peut être favorable sur le caisson, peut être le mode excentrique dans la prise de conscience. C'est les modes de contraction excentrique qui est supérieur à l'isométrique qui lui-même est supérieur au concentrique. Donc effectivement, pour une prise de conscience, l'excentrique est plutôt intéressant, on le verra tout à l'heure lors des exercices proposés. La lenteur d'exécution, donc pensez toujours dans vos consignes à être relativement lent pour que derrière on puisse avoir justement une appréciation de la prise de conscience. Le tactile, le toucher est important, donc n'hésitez pas à toucher votre pratiquant et surtout que le pratiquant se touche sur les abdos, donc sur la région concernée. Et évidemment, le plus important, puisqu'on parlait tout à l'heure que les abdos étaient sur la contention, eh bien, c'est l'autograndissement. On cherche toujours à ériger la colonne. Ça, prise de conscience de session abdominale sur la méthodologie. Le tronc, c'est un cylindre. Donc là, ça a été repris sur Internet ici. C'est un petit caisson, un petit cylindre qui est assez clair, je trouve, avec le diaphragme en haut. Donc là, on voit bien les différentes parois. En bas, on va avoir le périnée, ou plus exactement le diaphragme pelvien, avec l'urètre, le rectum, vagin. On voit les vertèbres qui sont situées en arrière et c'est les seules pièces osseuses de ce caisson. Tout devant, vous aurez effectivement tous les organes avec le péritoine et le contenu qui sont les organes, et puis les abdominaux et tous les muscles qui vont être en lien avec ce caisson, les muscles du dos, les muscles latéraux avec les obliques, le transverse qui fait totalement la ceinture, et puis les droits de l'abdomen qui sont situés en avant. Alors, idem, je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être sur la chaîne YouTube. Vous pourrez prendre le temps d'avoir ce power sur cette chaîne-là et puis faire des captures d'écran parce que je sais que mes contenus de slide, des fois, sont un petit peu imposants. Donc, on n'aura pas forcément le temps de lire la totalité. Donc, variation de pression importante sur le caisson. Pensez qu'il faut une souplesse aussi du caisson. Donc, c'est important d'avoir un transverse qui est capable de se dilater. Donc, un transverse qui est totalement avec un ventre plat, totalement à chaque fois qui maintient un petit peu trop fort les viscères, ce n'est pas forcément trop bon pour une bonne digestion. L'ingestion des aliments demande une détente de la paroi abdominale, ça c'est important, et puis aussi une force pour solidifier le caisson avec ses 6 parois et protéger les disques. On comprend que les abdos musclés à outrance ne permettent pas une respiration de pleine amplitude, donc ça c'est important aussi de le savoir. Donc là, vous avez, ça c'est mon buste d'il y a deux ans. Donc ça a changé un petit peu depuis, que les hyperpressions abdominales, comme pourraient le provoquer les exercices abdos comme les crunchs, alors évidemment ça va être la polémique et j'imagine qu'il y aura un tas de questions d'ici la fin de ce webinaire sur les hyperpressifs, les abdos hyperpressifs. Donc ça fragilise. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Non. En tout cas, pas à ma connaissance et pas dans les recherches. Est-ce que ça fragilise le diaphragme pelvien? Certainement. Est-ce que ça peut provoquer des hernies inguinales? Certainement également. Et puis provoquer des hernies? Peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas d'études là-dessus. Donc ça, c'est important de se dire que arrêter de faire des abdos, arrêter le massacre, etc., sur les abdos hyperpressifs, moi, j'ai envie de dire non, parce que de toute façon, leur fonctionnement reste dans le mouvement important et dans l'activité sportive important, donc les relevés de buste, les relevés de bassin. En revanche, il y a peut-être des consignes à respecter pour la pratique de ces exercices.
Ce qu'il faut dire aussi que dans l'orifice, le seul orifice est au niveau du thorax, parce qu'en bas, tout est obturé, donc ça c'est important. Et puis il va falloir aussi apprendre à fermer la porte des selles et la porte des urines, comme on pourrait l'avoir sur des consignes en pilates. Les 6 parois, donc le diaphragme, la paroi supérieure du caisson. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un diaphragme qui délimite la paroi inférieure du caisson thoracique, qu'il constitue après le caisson abdominal? C'est un muscle en forme, il sépare ces deux caissons. C'est un muscle en forme de coupole, bon, ça on le connaît bien, situé dans la cage thoracique avec des fibres qui sont plutôt verticales. Il est très tendineux, le diaphragme, très très tendineux, avec énormément de fascia qu'il constitue, c'est beaucoup en pourcentage, et les fibres verticales sont peu élevées. C'est le muscle principal de l'inspiration. Donc là, on voit une vue du dessous du diaphragme. Donc là, on voit bien sa constitution très aponevrotique en blanc. Ce muscle diaphragme, c'est une coupole, il sépare la cloison, c'est un muscle rayonné. Il est riche en fibres lentes, il se présente comme une voûte concave en bas. Donc ses origines, elles sont importantes puisqu'il est constitué de piliers. Et ces piliers vont se fondre avec d'autres muscles. Donc c'est important, ça veut dire que si vous avez une mauvaise respiration avec un fonctionnement qui est plutôt néfaste du diaphragme, il y a forte chance que des muscles amis avec lui soient impactés. Sur les vertèbres, face antérieure des corps vertébraux de L2, L3 avec un tendon, sur les arcs costaux également, face postérieure du processus xiphoïde, et puis son trajet, c'est une coupole qui se jette sur une partie centrale qui est le centre phrénique. Toujours sur le diaphragme, les effets d'une mauvaise respiration, ça c'est important. Normalement, vous devriez le faire dès que vous prenez en charge votre pratiquant, ce qui est rarement fait malheureusement sur des cours collectifs. Donc, sursollicitation des muscles de la partie haute du dos et du cou, lorsque la respiration n'est pas comme elle devrait être à la base, perte de mobilité de la région des cervicales, par diffusion, perte de mobilité des épaules, fonction initiale des muscles iliopsoas et carrés des lombes perturbés, c'est ce qu'on disait, puisqu'ils ont une connexion directe avec le diaphragme. Donc, comment avoir une bonne respiration? En tout cas, pour une bonne prise de conscience du diaphragme, la respiration, elle est essentiellement nasale. Donc, la respiration nasale permet de retrouver le travail idéal d'un diaphragme avec une baisse du système sympathique, à l'inverse de la buccale, où on va dire souvent inspirer par le nez et souffler bien par la bouche. Là, on a une diminution de l'amplitude du mouvement du diaphragme. Donc, avec une augmentation des muscles inspiratoires, avec trop de tonus, une élévation du thorax et souvent une baisse d'efficacité du diaphragme. Donc là, c'est un exemple qu'on a mis en place sur le ventre. Je trouve que sur le ventre, c'est plutôt intéressant d'avoir le travail du diaphragme parce que la personne, elle va avoir directement la sensation, on parlait de tactile tout à l'heure, donc la sensation d'ouverture de cage thoracique va être beaucoup plus facile, aisée sur une position en procubitus, donc sur le ventre. Évidemment, on s'attardera, si on a notre pratiquant en coaching individuel, à faire attention à l'hyperlordose, avec éventuellement un petit coussin sous les épiniliaques antéro-supérieurs, un petit coussin au niveau des chevilles pour avoir une position idéale. On va placer les mains au niveau de la cage thoracique et puis on va essayer d'apprécier en lui demandant d'inspirer fortement par le nez et fortement d'expirer toujours par le nez, d'avoir cette amplitude thoracique et d'avoir cette prise de conscience en tout cas du travail diaphragmatique. Donc ça, c'est une première possibilité sur cette prise de conscience du travail du diaphragme. Ici, vous avez une deuxième possibilité. Donc là, on est plutôt en décubitus, donc sur le dos. La personne est relâchée. On va regarder et vérifier un petit peu l'inspi et l'expi, le travail du caisson thoracique en synchronisation avec le caisson abdominal. Donc le but, c'est d'avoir une synchronisation entre les deux. Il ne faut pas que ce soit totalement détaché, mais que ce soit bien synchrone. On va demander de placer une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre, et puis on va avoir une respiration nasale. Si on veut travailler sur l'amplitude du diaphragme, on sera toujours en nasal. Si on veut travailler sur une expiration avec le transverse assez forte, on pourrait demander de souffler par la bouche, pourquoi pas également. La respiration, importante sur le travail abdominal et sur le travail du caisson. Diaphragme pelvien dorénavant. Donc là, on est sur la partie inférieure du caisson. Alors, souvent, on a toujours tendance à parler de plancher pelvien, diaphragme pelvien, la différence entre les deux, périnée, c'est les 3 appellations qu'on va avoir à cet endroit-là.
La paroi inférieure avec le diaphragme pelvien est constituée d'un ensemble de muscles qui participent à la fiabilité des sphincters. Et il y a deux muscles principaux sur le diaphragme pelvien. Le bassin, il faut juste dire que, alors là, on n'a pas montré tous les ligaments sur le bassin. C'est un complexe ligamentaire qui est impressionnant sur le bassin. Et c'est surtout un carrefour musculaire, le bassin, entre membre sup et membre inf. Donc, quand on parle de corps training et on parle de noyau, on parle de transfert de force. Le bassin, tout passe par le bassin. Donc, c'est important d'en parler. Diaphragme pelvien, fonction. Alors, évidemment, contenir, soutenir, irriguer. Rien ne repose sur cette région-là. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, parce que des fois, quand on parle de prolapsus, donc des descentes d'organes, etc., on se dit que tout est descendu. Oui, mais ça ne descend pas comme ça, parce que tout est en suspension. Et notamment, tout est en suspension sur la partie supérieure de notre caisson, au diaphragme. Et en dessous, il y a le péritoine, en plus, qui est dans un grand sac, avec un fascia très résistant. Tout est en soutien. Donc ça, c'est important. Tout est en suspension. Soutenir, irriguer, évidemment. Quand il n'est pas assez musclé, cette région, il y a des fuites urinaires et fécales. C'est assez tabou. Dans notre profession, on rencontre certainement beaucoup de personnes avec ce type de problème. Mais malheureusement, c'est tabou, donc on n'en parle pas. Voire trouble de la sexualité et voire, et dans le pire des cas, le prolapsus, donc la descente d'organes qui est toujours assez impressionnante. Donc, on a, nous, un rôle important quand on va parler de caisson, justement, de muscler cette région-là et de travailler sur cette région-là. Alors, le muscle principal, c'est le muscle oxygien. Donc, il y en a plusieurs muscles dans cette région, il y en a même beaucoup. Alors, le stop pipi, il faut faire attention de ne pas travailler que sur le stop pipi, ce dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste. On ferme vraiment la porte des sphincters et puis on va essayer d'avoir une sensation de fermeture éclair, comme si le bas-ventre ici remontait avec une fermeture éclair qui remonte. Alors, je ne sais pas si c'est très clair en tout cas sur les consignes, mais éviter juste le stop pipi ou éviter juste le stop yaka, ce n'est pas suffisant pour travailler efficacement cette région. Le diaphragme pelvien, c'est un plancher fibromusculaire du pelvis. Il est formé de muscles sur le diaphragme pelvien uniquement, de muscles coccygiens et ischio-coccygiens, et l'élévateur de l'anus. Donc l'orientation des viscères dans ce petit bassin joue un rôle dans la statique pelvienne. Donc, ça, c'est important également sur les viscères. Et c'est une orientation qui est liée à la position bipède. Élévateur de l'anus est le principal muscle de cette région. Il soutient le diaphragme pelvien, il aide le sphincter anal et urétral et il contribue au maintien à la construction du vagin chez la femme, fibre essentiellement de type 1. Alors, il y a des images médicales, ça c'est intéressant quand on s'attarde un petit peu à ce sujet, des jeunes femmes en position debout, sans enfant, qui auraient une forme de demi-coupole concave en bas, ce qui ne correspond pas du tout à l'image du diaphragme pelvien, mais plutôt l'inverse. Donc, on a le droit de s'interroger après, est-ce que cette forme de diaphragme pelvien viendrait avec la femme enceinte, avec la naissance? Un muscle élévateur de l'anus faible peut entraîner un prolapsus pelvien, donc il faut travailler ces muscles-là, et on ne le fait jamais. En salle notamment de cours collectifs, on ne va jamais dire à un moment donné et parler, et pourtant on le fait dans le pilate, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas sur des cours notamment d'abdos fessiers. Le muscle élévateur de l'anus serait plus sensible aux effets du vieillissement aussi, et de l'étirement, et d'une mauvaise pratique sportive. Ce qui peut expliquer mauvaise pratique sportive, prolapsus et sur le plan superficiel. Donc là, on va parler de périnée. Et le périnée, ce n'est pas un muscle, c'est un ensemble de sphincters, un ensemble de muscles qui correspondent justement au sphincter urétral externe, au transverse superficiel et profond, bulbo-spongieux, bulbo-caverneux, et ce qui est différent du diaphragme pelvien. Donc là, il faut juste se dire que le périnée, ce n'est pas un muscle, qu'on va travailler un diaphragme pelvien qui est vraiment le petit bassin, et on va fermer ce diaphragme pelvien pour justement le travailler, le renforcer. Paroi antérieure, c'est la paroi que vous maîtrisez le plus, je suppose, avec le droit de l'abdomen. Donc, les muscles droits de l'abdomen, ils forment des stries polygastriques, plusieurs ventres. Après, il y a le transverse, on en parlera après. Le muscle, on va plutôt dire que c'est une sangle, et puis le transverse, c'est plutôt une ceinture. Donc, on va parler de sangle abdominale ou de ceinture abdominale. En ce qui concerne le droit, muscle avec plusieurs corps musculaires, plusieurs zones, la ligne blanche qui sépare. C'est le seul muscle qui est situé en avant de l'abdomen, d'ailleurs, sur toute sa longueur, de la part et d'autre de la ligne blanche. Il est plus large sur son insertion haute que son insertion basse. Donc, son origine sur les côtes 5, 6, 7 de chaque côté du sternum. Il échange des fibres aussi avec le diaphragme, important. Terminaison sur le pubis, c'est l'échange des fibres avec les muscles de la colline des adducteurs.
Donc, ça veut dire qu'il y a un lien fort ici sur le pubis avec les ADD, les adducteurs, et puis en haut avec le diaphragme. Sa fonction, il tire le sternum, c'est un relevé de buste, relevé de bassin, puis la portion inférieure joue un rôle de réglage et de contention. Ce qui est intéressant aussi dans ce muscle-là, on en parle très peu malheureusement, c'est qu'il y a énormément de fascia, et ces fascias de muscles droits de l'abdomen vont passer plutôt, qui sont superficielles sur la partie proximale, sur la partie distale, vont devenir profondes. Et à l'inverse, le transverse, qui est plutôt un muscle profond, va avoir des fascias sur sa partie distale qui vont devenir superficielles, qui fragilise la zone sous-ombilicale. Le muscle droit de l'abdomen, une déficience de la région sous-ombilicale peut entraîner évidemment une pubalgie à cause du surmenage des muscles adducteurs courts qui vont, eux, stabiliser le bassin. On aurait tendance à arrondir le dos plus qu'il ne délordose lors de son action sur la charnière thoraco-lombale. C'est un muscle qui joue un rôle important dans les mouvements dentés, évidemment, et de rétroversion du bassin. Exercice ici, excentrique en rétroversion. Donc là, on va avoir l'exemple d'une station assise. Alors là, on s'est mis sur table parce que ça permet évidemment d'avoir une visibilité meilleure. On peut le faire tout à fait tapis au sol, hein, c'est évident, mais ça permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité. Je vais lui demander d'écraser mon poing ici qui est situé sur le sacrum. Donc on écrase avec une forte rétroversion, on insiste bien sur la rétroversion en plaçant les deux doigts ici pour avoir correctement cette contraction rétroversion. Il y a toujours une tendance d'avoir la colonne en C, hein, c'est évident. On va lui demander un autograndissement, ce qui n'est pas si facile, avec un bras de levier un peu plus difficile en montant les coudes. Et donc là, on est réellement sur une partie sous-ombilicale. Ce travail peut être effectivement facile à mettre en place et intéressant. Attention aux positions de dos, évidemment, quand vous le faites en cours collectif. Les 6 parois toujours, avec les 4 et 5e parois, ce sont les latérales. Alors là, vous allez avoir les muscles carrés des lombes, muscles grands et petits obliques, et puis le transverse, qui ferme l'espace de ces parois postérieures, latérales et antérieures. Ça réduit le volume de la cavité abdominale et puis augmente les pressions intra-abdominales lorsqu'il se contracte. Donc là, on voit bien ici le muscle oblique externe, ici le muscle oblique interne. Donc là, on va dire que c'est poche du ballon, en direction des fibres. Et puis là, c'est plutôt, ça remonte au niveau de la ligne blanche. Le muscle carré des lombes, alors là, on a un exemple ici qui est volontaire, où on voit une coupole, le diaphragme. On voit pas le transverse, mais on voit le transverse du thorax, qui finalement a une prolongation, hein. Le transverse abdominal, c'est une prolongation du transverse du thorax. Donc tout ça, c'est lié finalement entre le carré des lombes, la coupole ici diaphragmatique, l'iliopsoas, et le transverse, c'est des muscles qui sont fondus. C'est un muscle profond de l'abdomen et non profond du dos. Le carré des lombes, c'est un rôle important dans la lombalgie. Alors, ce n'est pas le seul, hein, avec le longissimus, c'est souvent les jokers des lombalgies, les premiers qui se manifestent. C'est un muscle lombaire. Il est situé entre la dernière côte et la crête iliaque, donc il va faire l'inflexion. Il va monter l'hémibasin en homolatéral, il fait l'extension du rachis et il contrôle et freine du côté opposé l'inclinaison latérale. Il n'est pas très bien représenté sur ce logiciel 3D, même si ce logiciel est très bien fait, mais là, il manquerait des fibres obliques parce qu'il a effectivement des fibres iliocostales, donc entre l'iliaque et les côtes, donc des fibres longitudinales. Il va avoir des fibres ilio-lombales, donc entre l'iliaque et les lombaires, donc plutôt obliques dans ce sens, et puis des fibres lombocostales entre les lombaires et les côtes, donc plutôt dans ce sens. Ça veut dire qu'il a deux obliquités différentes et puis des fibres longitudinales. Un étirement, ça veut dire que ça donne 3 possibilités d'étirement, en tout cas, sur ce muscle-là. Attention à la position hanchée, toujours du même côté, puisqu'il est fortement sollicité. La marche suspendue, quand vous êtes lombalgique, est plutôt intéressante. Vous placez vos mains sur les iliaques, et vous poussez les iliaques vers le bas. Vous autograndissez, et puis vous marchez, c'est plutôt agréable. Quand on est lombalgique, la marche suspendue permet de retrouver l'espace de ce carré des lombes, qui parfois est très fortement fermé entre les dernières côtes et puis l'iliaque. Et on regarde de sa position, ce muscle aura un rapport, évidemment, on l'a dit, et on va le répéter souvent, avec l'iliopsoas, le diaphragme, les fessiers également, et les adducteurs. Muscle oblique externe, c'était le ventre oblique avant, hein, c'est le plus superficiel des muscles larges, ce muscle oblique externe, donc sur la cage thoracique, côte, devant, 7 à 8 dernières côtes, arc costaud, bref. Donc on ne va pas s'attarder sur ses origines.
Sur ses fonctions, donc il est essentiellement rotateur du bassin, il permet l'inclinaison. En contraction bilatérale, il entraîne la flexion lombaire avec un abaissement des côtes et il participe à l'expiration. L'oblique interne, donc plus petit ici, anciennement le petit oblique, et donc lui va avoir une inclinaison latérale, il entraîne l'hémibassin vers l'arrière, il tire le côté de la cage thoracique vers le bassin, il incline la colonne, rotation aussi, du côté homolatéral, donc du même côté. Et en contraction bilatérale, il fait la flexion lombaire, il abaisse les côtes et participe à l'expiration. C'est un muscle qui sert bien sur la contention. Le transverse peut être un des plus importants et le plus profond, en tout cas le plus profond dans sa partie proximale, puisque sa partie distale, on l'expliquait tout à l'heure, notamment au niveau des fascias, il devient peut-être le plus superficiel, à l'inverse du droit qui devient le plus profond. Fibre disposée de façon transverse, donc horizontale, c'est pour ça qu'on parle de ceinture. Ses origines, bon, après, on ne va pas rentrer dans le détail, vous pourrez prendre le temps de regarder tout ça, mais je pense que vous le connaissez déjà, hein, terminaison sur la ligne blanche. Des fois, il y a une séparation de ligne blanche, on appelle ça une diastasie, donc ça peut arriver lors de la grossesse. Fonction compression de la cavité abdominale, maintien des viscères, donc ça c'est important aussi. On disait tout à l'heure qu'il était important aussi qu'ils se dilatent pour avoir une bonne digestion, et puis il assure la contention. Le muscle transverse, on le voit bien ici, donc c'est vraiment un muscle important et qui va se fondre avec plein d'autres muscles. Considération, point de fixation important des membres supérieurs et inférieurs. Quand on parle de corps, quand on parle de noyau, on fait souvent allusion au transverse. Il intervient lors de l'expiration forcée, il assure la stabilité du rachis du bassin. Il a un lien important avec le bas du dos grâce à l'ensemble de ses fascias, c'est un muscle de contention. Interaction avec les muscles érecteurs du rachis, l'iliopsoas et piliers du diaphragme. Et puis, sous le nombril, le transverse passe en avant et au-dessus des muscles droits de l'abdomen. Et ça, c'est important toujours parce qu'on n'y pense pas assez sur cette région sous-ombilicale. On arrive sur les muscles du dos avec la paroi postérieure du caisson. Alors, muscles du dos, on pourrait parler des paravertébraux. Donc là, effectivement, j'en ai pas parlé. Donc les paravertébraux, si vous connaissez une vertèbre type, vous allez pouvoir facilement les situer entre les épineux, épi-épineux, entre les transversaires. Alors, il y a deux intertransversaires, il y a un intertransversaire un peu plus long, un peu plus court. Entre le transversaire épineux qui correspond au multifide. Bref, les muscles du dos sur cette paroi-là, qui correspondent aux érecteurs du rachis essentiellement, et puis l'iliopsoas, parce que l'iliopsoas, on a toujours tendance à dire que c'est un muscle de la hanche, et ben non, c'est un muscle en majeure partie du dos, puisqu'il s'insère sur la totalité des vertèbres lombaires. Les muscles érecteurs du rachis, ils sont, on va retenir essentiellement le longissimus, donc vous voyez ici le multifide qui est en dessous, et puis l'iliocostal qui est ici. Donc, ils sont volumineux, sont situés parallèlement au rachis. Les deux petites bosses que vous avez dans le bas du dos correspondent au longissimus. Ils sont au nombre de 3, l'iliocostal, longissimus et puis l'épineux, qu'on voit ici, un petit peu plus haut sur le thorax. Leur fonction est contrôle l'extension du rachis, dans la rotation du tronc notamment, stabilité du rachis important, contrôle la mobilité du rachis, un rôle important dans l'équilibre du rachis du corps. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de les mettre en synergie avec le caisson et les faire travailler. Donc on devrait rarement dire on va faire nos abdos, mais on va faire nos abdos dos. Le muscle érecteur du rachis, un exemple d'exercice ici. On va demander au sujet de s'asseoir. Le dos, évidemment, bien érigé, bien grandi. Donc ça, c'est important. Alors faites attention à un dos bien érigé, bien grandi. Hop, pardon. On va accélérer un petit peu. On va demander un bras de levier assez long ici. On va demander une extension vertébrale, on est d'accord. Et puis, un travail ici excentrique abdominal, en allant chercher le dos un peu plus en arrière. Plus on va être en arrière et plus le travail va être important. De ce travail excentrique, on demande une contraction isométrique. Donc, on est bien sur le caisson, la totalité, les érecteurs du rachis d'un côté, le travail sur les obliques en synergie ici, le transverse avec les droits de l'abdomen, et puis les bras de levier ici vont pouvoir changer pour travailler encore plus par diffusion sur ce caisson, sur ce noyau, avec une respiration bien associée. Alors effectivement, quand on se met dans cette position, on a toujours tendance à bloquer la respiration, puisqu'on est sur une contraction un peu iso. Et puis après, progressivement, on va pouvoir monter les bras. Moi, je peux créer une résistance. En tant que coach, ça c'est plutôt intéressant aussi pour voir comment ça réagit au niveau du caisson. Et puis les bras, plus on va monter les bras, plus les leviers vont être éloignés du centre et plus la contraction à émettre va être difficile. Donc là, on pourrait, le summum, c'est paume de main vers le plafond, le menton bien dégagé, la contraction permanente ici.
Vous avez aussi l'iliopsoas qui va intervenir évidemment sur ce type d'exercice. Considération, la nature très tendineuse. Alors ça, c'est au niveau de la dissection, c'est assez flagrant de voir que les érecteurs du rachis sont très tendineuses, très blanchâtres finalement. Ils ont une fonction, et c'est là où on comprend leur fonction qui est plus de maintien que de mouvement, donc plus d'érection que de mouvement. Attention au bon respect de l'autograndissement, qui est souvent compensé quand on va dire aux personnes de se grandir. On a tout de suite une bascule du bassin denté, donc faites attention à ça, ou une contraction de fessier, ce qui n'est pas du tout ce qu'on désire. Pensez à la délordose de la région des cervicales également, ça permet de gagner en grandeur, délordose de la région cervicale. Et puis ce ne sont pas des muscles de puissance, ces érecteurs du rachis, mais plutôt de contrôle d'équilibre du rachis. Donc les travailler dans ce sens, ça me paraît opportun. Et la masse sacro-lombale correspond à l'ensemble de ces muscles, d'accord, c'est les érecteurs. Muscle iliopsoas, important, et là on le voit bien, l'iliopsoas, regardez un peu toutes les insertions qu'il a sur la totalité de T12 à L5, sur les corps vertébraux et sur les processus transverses. Donc il y a deux grands muscles, l'iliaque et le psoas. Là évidemment on parle en l'occurrence beaucoup du grand psoas. C'est un muscle très long, polyarticulaire, action principale au niveau distal, l'étendue de la colonne T12 en passant par toutes les lombales pour se terminer sur le fémur. Il est responsable de la statique lombo-pelvienne, lien important entre le squelette axial et les membres inférieurs, donc dans la posture. Très sollicité dans les activités sportives, sur les prises d'appui, les sauts, les départs, les courses, les frappes, etc. Donc là, il y a un détail sur le grand psoas et sur l'iliaque. Ce qui nous intéresse, c'est quand même plus ici le grand psoas. Quand la colonne est fixe, il fait la flexion, la rotation latérale de hanche. Puis quand le fémur est fixe, il fait la flexion de buste en direction de la cuisse. L'antéversion du bassin, il participe à l'inclinaison du rachis en unilatéral. Considération. L'équilibre entre le grand psoas et les droits sont importants. Il faut un bon équilibre musculaire et mécanique. Alors évidemment, attention au choix des exercices, parce que parfois on va avoir une tonne d'exercices en lien avec un iliopsoas, mais pas forcément en lien avec des abdos. Parfois, c'est l'iliopsoas qui va prendre le relais également. Donc le psoas, c'est un relais avec les muscles adducteurs, c'est la notion de chaîne musculaire. Donc c'est un muscle qui se retrouve souvent en position raccourcie, l'iliopsoas, dès la position fétale, à la naissance, dès que vous êtes couché, en position fétale également, en station debout et lors de la marche de la petite enfance, la position assise à l'école, la position assise sur la sédentarité. Donc c'est un muscle qu'il va falloir muscler, ça c'est important, peut-être parfois trop musclé chez les coachs sportifs, donc important aussi de savoir l'étirer, pensez à l'étirer, et puis le psoas, c'est des fibres qui se mêlent avec les piliers du diaphragme, du carré des lombes et du transverse, donc ça veut dire que quand vous voulez libérer la respiration, ça peut être intéressant parfois d'aller tirer un iliopsoas, un carré des lombes, et puis de relâcher un transverse. Il faut donc tenir compte des interactions lors de la prise en charge. Voilà en tout cas pour tout l'aspect myologique. Maintenant, exercice hypopressif versus exercice hyperpressif. Qu'est-ce qu'on appelle hypopressif? C'est des faibles pressions. On a une diminution de la pression intra-abdominale et thoracique pendant l'exercice, et donc une meilleure gestion barométrique abdominale. Donc sur toutes les pressions qu'on va mettre en place, en toutes circonstances d'effort. Alors l'origine, ce sont des exercices post-partum, des exercices qui ont été faits en priorité pour la femme enceinte. Donc Marcel Coffrier est un petit peu précurseur de ça. Après, avec Bernadette de Gasquet, qui travaille beaucoup sur ces abdos hypopressifs. Et puis ils préviennent du prolapsus pelvien. Il y a des thèses de doctorat qui démontrent les actions bénéfiques sur la pratique hypopressive. Alors voilà toutes les actions que j'ai pu relever et qui peuvent être significatives et importantes. Un allongement de la chaîne postérieure, une diminution des flèches lordotiques, lombaires, cervicales et symphotiques, moins de déviation latérale, donc là on est vraiment sur du postural, un sentiment d'un confort postural, une amélioration des fonctions de respiration, et puis un renforcement du diaphragme pelvien qui réduit les risques de perte urinaire. On revoit un petit schéma très simple du caisson, avec le diaphragme en haut, diaphragme en bas, en arrière les multifides, longissimus, érecteur du rachis, oblique en latéral. Une hyperpression abdominale va affecter la typologie respiratoire. Une respiration ou certaines façons de respirer engendrent des hyperpressions. Il faut faire attention évidemment à la façon dont on va respirer, et ce que je ne suis pas du tout en train de faire depuis que je fais mon débit de parole. Au sein du caisson, à l'inverse d'une respiration qui peut être appropriée à certaines postures et qui permettent de préserver ce caisson. Cavité abdominale ou caisson hydrique est rempli d'eau et contient beaucoup de liquide et qui est peu compressible. Donc ça, c'est important aussi de se le dire. Il y a tous les viscères et c'est peu compressible. Donc l'exercice de relevé de buste est totalement
je trouve inapproprié. Je ne suis pas en train de dire que c'est le plus mauvais des exercices, mais pas forcément approprié pour travailler sur ce caisson et de surcroît où s'évacuent les pressions. Donc, on peut s'interroger. La plupart du temps, on a une glotte fermée, on est en apnée sur des hyperpressifs, on est en single sur de la musique, et puis derrière, on est sur une répétition toute bête, un peu trop rapide, sans les consignes idoines pour l'exercice des droits. Donc, le travail abdominal efficace respecte les courbures de la colonne. Ça, c'est important. Donc, on cherche toujours à se grandir et à avoir une respiration associée. Donc, je vous invite à reprendre juste l'exercice des crunchs et en respectant courbure de la colonne, autograndissement, respiration associée. Le core training dans tout ça, core training, c'est un peu à la mode. Ce que j'évoquais avec Jean-Baptiste cet après-midi, le core training, j'avais ça il y a plus de 25 ans. Je ne sais pas si je dois en parler. Et c'était une plateforme comme un step qu'on mettait sur un espèce qui était sur un espèce de plot qu'on appelait core training. Et c'était déjà le travail du centre, le travail du noyau, le travail du corps grâce à cette plateforme instable avec 3 degrés d'instabilité. Bon, ces plateformes n'existent plus. Je crois que j'en ai peut-être une ou deux encore qui traînent, dont une à l'IPSA. Mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur du Bosu ou d'autres moyens différents du core training. Bref, core training, c'est ou core stability with accent. Donc, c'est une méthode d'entraînement. Le corps, c'est noyau, muscle du caisson, muscle fonctionnel, donc notion de chaîne musculaire. Donc là, tout ça, ça devient intéressant. Travail dans les 3 plans de l'espace, permet de reproduire des mouvements de la vie quotidienne. Ça, c'est, je pense, notre focus, notre objectif quand on est avec des gens et notamment sédentaires. Et puis, entraînement au poids de corps. Situation de déséquilibre pour rechercher des réflexes du centre de gravité. Les exercices que je vous montrais tout à l'heure, on est sur le centre du corps, sur le core training. Meilleure tonicité, maintien postural et évidemment une force utile dans la vie quotidienne. Il y a effectivement des expériences qui ont été mises en place. Là, c'est une expérience qui a été relevée pour des athlètes universitaires où pendant 8 semaines, ils ont travaillé sur le core training avec un groupe témoin, un groupe qui, eux, n'avaient pas fait de core training. Ils ont vu une amélioration nette de l'endurance globale et une économie d'énergie pendant la course chez les athlètes universitaires en travaillant le centre du corps. Il y a un lien entre les muscles et le diaphragme et les hanches, quand on parle centre du corps, puisqu'on disait qu'il y avait un lien entre le haut du corps et puis le bas du corps. Donc, on ne va pas oublier les fessiers, on ne va pas oublier le travail des fléchisseurs de hanches, et puis fléchisseurs et extenseurs des hanches. Capacité du centre aussi à gérer l'instabilité. Exercice. Alors, on va parler, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, ce qu'on peut faire comme exercice. À mon avis, vous en connaissez beaucoup. Puis, c'est les exercices qui vont être démontrés là. Vous pouvez dériver derrière, en avoir plein d'autres. Libérer la respiration plus que de la corriger pendant l'exercice, ça c'est important. On a toujours tendance à prendre la tête aux personnes en disant attention, vous respirez à l'envers, il faut bien souffler dans l'effort, etc. Laissez-les respirer. Et la respiration, elle se libère plus qu'elle se contrôle. Vous devez libérer la respiration. Et tout à l'heure, on parlait du travail du diaphragme. Je pense que en début de séance, le travail du diaphragme sur une respiration nasale ne peut que libérer la respiration. Là, c'est un exercice hypopressif en hétéromanipulation. Quand on dit en hétéromanipulation, ça veut dire que le coach est indispensable pour ce type d'exercice. Donc là, on va avoir une position sur le dos, une flexion de hanche. Moi, je positionne très souvent ma main au niveau des lombaires avec une impression lombale. L'impression lombale, beaucoup pour les sédentaires ou pour les gens qui ne connaissent pas les abdos hypopressifs, pour avoir effectivement cette contraction et cette mise en tension du transverse qui va permettre, il s'attache, je vous rappelle, sur les vertèbres, et qui va permettre d'avoir une tension forte du caisson. Maintenant, vous pouvez très bien avoir une neutralité vertébrale pour les personnes qui maîtrisent bien leur corps. Ça, c'est pas forcément pour beaucoup de personnes. Flexion de hanche, on va créer une petite résistance ici, on va demander de travailler sur cette contraction pour éviter que moi je puisse entraîner la jambe ici en extension. Donc il y a un travail sur l'iliopsoas évidemment qui est fléchisseur de hanche, mais un travail par diffusion de tout le caisson. On peut lui demander de fermer la porte ici au niveau du diaphragme pelvien, de bien ventiler pour avoir une libération de respiration sur la partie haute, et puis de travailler sur le caisson. Alors les érecteurs du rachis là vont pas forcément très bien travailler, on est d'accord, mais on a un ensemble plutôt intéressant avec une pression qui peut être sur le côté, une pression qui peut être adducteur, une pression qui peut être abducteur. Ici, vous avez toujours un exercice
c'est toujours le même, donc je l'enlève. Exercice hypopressif, maintenant en autonomie. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin forcément du coach. Pour l'autonomie, elle va placer ses 2 mains sur les genoux, lui demander d'avoir une chaise renversée, donc on aurait pu former un angle droit éventuellement ici, décoller sa tête, pourquoi pas avec le menton bien dégagé, ça va accentuer un petit peu la contraction demandée. Il va créer un petit bras de fer entre ses membres supérieurs ici et puis ses cuisses. Il peut croiser les bras pour engendrer un travail plutôt d'oblique. Il peut aller carrément sur l'extérieur avec une résistance externe pour être vraiment en chaîne croisée avec l'oblique dont on parlait tout à l'heure, le grand oblique et le petit oblique qui travaillent ici en synergie avec un oblique plus ou moins contracté sur la rotation. On a le core training sur la chaîne croisée en hétéromanipulation. Donc ça, c'est un exercice que j'adore faire et en général, il faut quand même un niveau plutôt correct sur l'exécution puisqu'on va sensibiliser ici la totalité de la chaîne, membre supérieur, membre inférieur, une petite traction ici, une petite poussée ici ou une petite traction ici, une petite poussée ici, peu importe. On va être sur la chaîne croisée. Travail ici de contrôle, de réaction, expiration évidemment associée à chaque fois qu'on va créer la pression. Et donc là, il y a un travail sur l'ensemble du caisson qui est plutôt top, l'ensemble du corps. En revanche, cet exercice intéressant d'hétéromanipulation, alors là, on est même sur une chaîne ici, en diagonale, où on peut retrouver parfois des similitudes avec des gestes sportifs. Chaîne croisée en hétéromanipulation. On arrive ici sur l'exercice du pointeur. Ça, c'est un exercice que j'aime bien aussi montrer en respectant la méthodologie qui était annoncée au tout début de ce webinaire, à savoir la lenteur d'exécution, la mise en place progressive, l'explication de ce qui va se passer. Donc, on est sur un autograndissement. On fait attention de ne pas trop arrondir le dos. On va pouvoir décoller lentement un bras, le genou opposé, mais tout est en lenteur d'exécution en ne pensant sans arrêt qu'au centre et au gainage de ce centre-là. Et puis après, plus on va éloigner les bras de levier, plus la tension et plus la contraction va être forte. On peut associer, tout à l'heure on parlait de fessier, de membre inférieur, avec une extension de hanche ici, une rotation latérale, qui va permettre de travailler fortement le grand fessier, en plus du caisson, des érecteurs du rachis, des abdominaux. On va même sur la chaîne croisée ici avec la scapula à droite. Donc ça, c'est un exercice, le pointeur, qui est top. On le voit tellement mal exécuté que ça fait mal quand on le voit en cours collectif sur des singles avec le bras qui tend, la jambe gauche derrière. On peut faire des répétitions avec l'énergie, la cinétique. L'énergie cinétique, on peut faire des répétitions sans jamais finalement se centrer, se concentrer sur le core training. Et puis un dernier exercice qui est le core training hip thrust. Donc, non, c'est un avant-dernier exercice, hip thrust avec l'accent. Donc, tu as le droit de te moquer, tu es tout seul. Donc là, en position allongée sur le dos. Cet exercice, vous le connaissez bien. Donc, avec la mise en jeu de la contraction des fessiers, plus on va éloigner ici les talons, plus on va être sur un travail de disque jambier. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le travail fessier. Avec unipodal ici, avec un seul pied au sol, la contraction va être encore plus forte des fessiers pour décoller le bassin. On peut décoller les bras ici. On va s'amuser à créer des tensions. Donc on peut faire en chaîne croisée, comme on disait tout à l'heure, ou simplement des tensions sur le haut du corps ou des tensions sur la cuisse, avec une diffusion musculaire qui est très forte sur le centre. Donc on est toujours sur le noyau, sur le core training, un exercice en hétéromanipulation qui est intéressant et qu'on peut faire évidemment sans forcément d'hétéromanipulation, seul, on peut s'amuser. Là, je jouais avec lui sur la vitesse, à savoir que je crée une opposition, j'attends un réflexe de sa part et je lâche cette opposition et j'attends un centrage de façon à ce qu'il y ait moins de mouvement possible lorsqu'on va relâcher. Et puis un dernier exercice, le Russian Twist, que souvent on voit exécuter avec un medicine ball. On va aller chercher de chaque côté, souvent en réathlé, souvent dans les sports collectifs. Eh bien, cet exercice, on va pouvoir le placer avec le travail du caisson sur sa totalité, avec les érecteurs du rachis dont on parlait tout à l'heure. Hop, on replace une extension vertébrale ici, avec un autograndissement, une délordose au niveau des cervicales, les bras tendus devant. Il va aller chercher lentement une rotation avec toujours le dos grandi. Donc ça, c'est important qu'il n'y ait pas d'affaissement sur le dos.
Donc là, il y a une contraction forte, évidemment, sur les obliques. Et puis, on peut aller chercher en haut, une contraction forte sur les droits de l'abdomen. Donc là, on est vraiment sur la totalité de la partie antérieure, mais également de la partie latérale avec la rotation et avec l'autograndissement de la colonne. On contrôle la rotation également. Donc cet exercice est plutôt sympa, je trouve. Et puis il change un petit peu des crunchs et il est plutôt intéressant avec une vitesse d'exécution. Plus on est à l'aise et plus on pourra aller si vite dans cette vitesse d'exécution. Méthodologie, on travaille souvent en cycle de respiration. Donc pour une personne qui est sédentaire, on va plutôt être sur 5-6 cycles et puis inspiration, expiration. Et puis après, on peut travailler en temps. Donc, à savoir, là, on va faire pendant 30 secondes un travail hypopressif, ou alors après, là, on passe à 45 secondes, la fois prochaine à 1 minute 30, et quand on arrive sur une petite routine de 2 minutes, on est plutôt bien sur des exercices hypopressifs. Bibliographie, complète anatomie, donc effectivement, ça c'est le logiciel dont j'ai du mal à me séparer. L'incontournable de l'anatomie, sans prétention, hein, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà dans l'ouvrage. J'ai envie aussi de sensibiliser les gens sur des petites fiches que je m'amuse à faire, qui vont reprendre un petit peu ce webinaire sur les fiches, par exemple, du caisson abdominal avec tous les muscles, avec origine, trajet, terminaison, les actions, les considérations. Je vais les poster sur Instagram. Et puis la méthode hypopressive, donc c'est un dossier qui a été fait par le docteur Marcel Coffry, que vous pouvez trouver, hein, qui est plutôt bien fait, je trouve, sur sa méthode. Alors, il se l'est approprié, méthode hypopressive, avec De Gasquet qui travaille effectivement en collaboration avec ce professeur, ce docteur. Donc voilà pour ce webinaire. J'étais à 1 heure pile, hein, on est pas mal. Ouais, voilà. Alors, du coup, par rapport aux questions, je pense que le mieux, c'est de passer par le chat. Pour les questions, si voilà, vous pouvez poser des questions, discuter par le chat. D'abord, Jackie, j'ai peut-être